Bonsoir, bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour dans cette décoration qui me fait beaucoup rire, je suis désolée, c'est pour ça que vous me voyez avec un grand sourire, parce qu'on distingue à peine ce petit cactus et je ne fais rien pour qu'il soit plus dans le champ. Attendez, je vais essayer de faire ça, voilà, on voit comme ça. Il entre dans le champ, le pauvre, et voilà ce mur avec la lumière qui cogne, cette lumière affreuse. Oh, je ne sais, je suis confuse et ça me fait beaucoup rire, je suis désolée. Donc tout ça pour vous dire que je reprends une lecture de Martin Eden. En fait deux, puisque en cherchant une lecture qui s'est perdue dans les méandres que j'ai sûrement mis à la corbeille, tout simplement, je me suis aperçue que la lecture précédente était d'une qualité horrible, on n'entendait rien, donc malgré tout, j'ai décidé de recommencer. Voilà pourquoi vous allez entendre tout de suite Martin Eden, les chapitres 26 et 27. Et vous vous dites, on n'en a rien à faire parce que nous, on s'en rend pas compte. Mais c'est pas grave, je voulais quand même vous l'expliquer. Pardon. Je m'amuse toute seule, il faut bien s'amuser parfois, surtout dans ce monde. Et c'est parti. Merci beaucoup pour votre écoute. Encore plus quand je pars dans tous les sens comme ça. Donc merci infiniment. Et à tout à l'heure. Merci. Chapitre 26. Le lendemain matin, Martin n'alla pas à la recherche d'un boulot. Vers la fin de l'après-midi, son délire s'arrêta et ses yeux-là errèrent à travers la chambre. Marie, l'une des petites Sylva, âgée de 8 ans, qui le veillait, poussa un cri en le voyant reprendre conscience, et Maria, du fond de sa cuisine, accourut aussitôt. Elle posa sa main calleuse sur le front brûlant et lui tâta le pouls. « Vous voulez manger » lui demanda-t-elle. Il secoua la tête. Manger était bien le dernier de ses désirs, et il se demanda si de sa vie il avait jamais eu faim. « Je suis malade, Maria, dit-il d'une voix faible. « Qu'est-ce que c'est, savez-vous ?»« La grippe, répondit-elle. Dans 3 ou 4 jours, ça ira bien. Ne mangez pas, ça vaut mieux. Plus tard, demain peut-être. » Martin n'était pas habitué à être malade. Il essaya de se lever et de s'habiller dès que Maria et la petite furent sorties. Par un suprême effort de volonté, le cerveau battant la campagne et les yeux si douloureux qu'il ne pouvait les tenir ouverts, il parvint à sortir du lit pour tomber sans connaissance sur la table. Une demi-heure plus tard, il put regagner son lit où, les yeux clos, il analysa son mal avec soin. Maria entra plusieurs fois changer les linges frais de son front. Le reste du temps, elle le laissait tranquille. Trop avisé pour l'ennuyer par ses bavardages, il en fut touché et se murmura à lui-même « Maria, vous aurez votre ferme, c'est sûr, c'est sûr. » Puis la journée de la veille lui revint, si lointaine. Il lui sembla qu'il s'était écoulé des siècles, depuis que cette lettre du transcontinental était arrivée, que toute une vie s'était écoulée puisque tout ça était fini, enterré, et qu'il allait tourner la page. Il avait brûlé sa dernière cartouche et maintenant il était sur le flanc. S'il ne s'était pas laissé mourir de faim, la grippe n'aurait pas eu de prise sur lui. Il était anémié, les microbes avaient trouvé en lui un terrain propice. À quoi sert à un homme d'écrire une bibliothèque entière et de cacher sa vie, dit-il tout haut. Ça m'est refusé, plus de littérature. À moi, le pupitre et le grand livre de caisse, l'honnête salaire et la petite maison avec Ruth. Le surlendemain, après avoir mangé un œuf,
2 toasts et but une tasse de thé. Il demanda son courrier, mais ses yeux lui faisaient trop mal pour lui permettre de lire. « Lisez-moi cela, Maria, dit-il. Pas les grandes enveloppes longues, jetez-les sous la table. Lisez-moi les lettres petites. » « Je ne sais pas lire, répondit Maria. Thérèse qui va à l'école, elle sait, elle. Thérèse Silva, 9 ans, ouvrit donc les lettres et les lui lut. Il écouta vaguement une longue lettre de récrimination du marchand de machines à écrire, l'esprit occupé à chercher un moyen de trouver du travail. Tout à coup, une phrase entendue par hasard le fit tressaillir. « Nous vous offrons 40 $ pour les droits d'auteur de votre nouvelle, épelait lentement Thérèse, à condition que vous nous autorisiez à y faire tout changement jugé utile. »« Quelle revue est-ce » cria Martin. « Tiens, donne-moi ça. » Il y voyait clair à présent et ne sentait plus sa fatigue. C'était la White Mouse qui lui offrait 40 $ de sa nouvelle Le Tourbillon, un de ses contes dramatiques. Il relut la lettre plus de 10 fois. L'éditeur lui disait que son idée n'était pas bien rendue, mais qu'elle était assez originale. S'il pouvait rogner un tiers de l'histoire, il la prendrait et lui enverrait les 40 $ au reçu de sa réponse. Martin demanda de l'encre et une plume et répondit que l'on pouvait en couper les 3/4 si on voulait et qu'il attendait les 40 $. Une fois Thérèse partie à la poste avec la lettre, Martin s'étendit de nouveau et réfléchit. Après tout, ce n'était pas une blague. La White Mouse, payait d'avance. Le tourbillon avait 3000 mots. En coupant le tiers, ça ferait 1000, donc 2 cents le mot. Les journaux avaient dit vrai. Et lui qui croyait la White Mouse une revue de 3e ordre, il n'y connaissait rien, c'était évident. En tout cas, il y avait une chose certaine. Aussitôt guéri, il ne chercherait pas de travail. Dans sa tête, il y avait bien d'autres histoires aussi bonnes que le tourbillon. À 40 $ pièce, il gagnerait bien plus que dans n'importe quelle situation. Au moment précis où il croyait la bataille perdue, elle était gagnée. Il avait obtenu la preuve qu'il voulait. Sa voie était tracée. La White Mouse commençant, les autres magazines suivraient inévitablement. La matériel pouvait être éliminé. Ça avait été du temps perdu puisqu'il n'en avait pas touché 1 cent. Il allait se consacrer à la littérature, la vraie, et pourrait y déverser ce qu'il avait de meilleur en lui. Il souhaita ardemment pouvoir faire partager sa joie à Ruth. Et voilà qu'en parcourant les lettres éparses sur le lit, il en trouva une d'elles. Gentiment, elle le grondait, en lui demandant pourquoi il n'avait pas donné de ses nouvelles depuis si longtemps. Il relut avec transport la lettre adorée, le moindre trait de plume de son écriture et finit par embrasser la signature. Dans sa réponse, il lui dit délibérément qu'il n'avait pas pu aller la voir parce que ses habits étaient au clou, qu'il avait été malade, mais qu'il était presque rétabli et que dans 10 ou 15 jours, le temps pour une lettre d'aller à New York et d'en revenir, il aurait dégagé ses habits et irait la voir. Mais Ruth ne se souciait pas d'attendre 10 ou 15 jours. D'ailleurs, son amoureux était malade. Le lendemain, accompagnée d'Arthur, elle vint dans la voiture des Morse, à la grande joie de la tribu des Silva et de toute la marmaille du voisinage, mais au grand désespoir de Maria. Elle gifla les Silva qui se pressaient autour des visiteurs, sous le petit porche d'entrée et fit son possible pour excuser sa tenue en un anglais encore plus atroce que d'habitude. Ses manches roulées sur des bras blancs de savon, une vieille toile à laver autour de la taille disait assez le genre de besogne qu'on avait interrompu. Complètement affolée par la visite de ces jeunes gens si chics, elle oublia totalement de les inviter à s'asseoir dans le petit salon. Pour entrer chez Martin, ils passèrent par la cuisine pleine de buée chaude.
Dans sa surexcitation, Maria coinça la porte d'entrée contre celle du cabinet restée ouverte et, pendant 5 minutes, par la porte entrebâillée, des nuages de vapeur, sentant le savon et la saleté, envahirent la chambre. Ruth, en traçant son chemin à travers les obstacles, parvint au chevet de Martin sans encombre. Mais Arthur vira trop court et alla cogner avec grand fracas contre les casseroles et les ustensiles culinaires. Il ne s'éternisa pas d'ailleurs, jugeant qu'il avait rempli son devoir et Ruth occupant l'unique siège, il sortit et attendit près de la grille, entouré des 7 petits Sylvains béants d'admiration. Il le mangeait des yeux comme un phénomène de foire. Tout autour de la voiture, les enfants du voisinage étaient massés dans l'attente impatiente du tragique et terrible dénouement inévitable. Car dans cette rue, les voitures ne s'aventuraient que pour les mariages ou les enterrements. Or, comme ce n'était pas le cas, quelque chose d'autre, d'inouï, allait évidemment se passer. Martin avait failli devenir fou en voyant Ruth. C'était une nature essentiellement aimante, avide de sympathie, ou plutôt d'intelligente compréhension. Et il ignorait encore que la sympathie de Ruth tenait plutôt à la gentillesse de sa nature qu'à la compréhension de l'objet de sa sympathie. Tandis que Martin lui disait sa joie de la voir, elle lui serrait tendrement la main sans répondre, les yeux humides à la vue de sa faiblesse et des ravages dont la souffrance avait marqué son visage. Mais, quand il lui raconta son succès inespéré, les 2 acceptations, son désespoir en lisant celle du Transcontinental, son enthousiasme en recevant celle de la White Mouse, elle cessa de le suivre. Les mots, elle les entendait, en comprenait le sens littéral, mais son désespoir et sa joie, elle ne les partageait pas. Que lui importaient ces histoires de revue? Le mariage seul l'intéressait. Elle ne s'en doutait pas, cependant. Elle aurait rougi de honte si quelqu'un lui avait dit crûment que ce qu'elle désirait en Martin, c'était lui-même et pas autre chose. Indignée, elle aurait clamé que son seul but était l'intérêt de Martin et, par-dessus tout, son succès. Tandis que son fiancé épanchait son cœur, disait son bonheur d'être enfin sur la voie du triomphe, elle ne l'écoutait que distraitement et regardait la chambre à la dérobée, choquée de ce qu'elle voyait. Pour la première fois, Ruth voyait de près l'image brutale de la pauvreté. Jusqu'alors, les amoureux mourant de faim lui avaient semblé romanesques, mais elle ne se doutait pas de quelle manière vivaient les amoureux qui meurent de faim. Et c'était ça. Son regard allait sans cesse de la chambre à Martin, de Martin à la chambre. La fade odeur de linge sale qui venait de la cuisine lui donnait des nausées. Martin devait en être imprégné, se dit-elle, pour peu que cette horrible femme lave souvent. Et en regardant Martin, il lui semblait que le milieu qui l'environnait l'avait sali. Elle ne l'avait jamais vu que rasé de frais et sa barbe de 3 jours lui répugna. S'accadrait avec son décor sordide et sinistre, accentuait encore cette animalité puissante qu'elle abhorrait. Et voilà que ces 2 malencontreuses acceptations le confirmaient dans sa folie. Quelques jours de plus et il aurait cédé, il aurait accepté un travail sérieux. À présent, il allait continuer à vivre dans cette horrible maison où il écrirait et mourrait de faim pendant quelques mois encore. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» demanda-t-elle subitement. « Un des parfums de lessive de Maria, je suppose, » répondit-il. « Non, pas ça. Quelque chose d'autre, une odeur écœurante, fade. » Martin renifla l'air consciencieusement avant de répondre. « Je ne sens rien d'autre que la vieille fumée de tabac. » « C'est ça. C'est horrible. Pourquoi fumez-vous tant, Martin ?»« Je ne sais pas. Je fume davantage quand je suis seule. Et puis, c'est une si ancienne habitude. Je fumais tout gosse. »« Ce n'est pas une bonne habitude, reprocha-t-elle. Ça sent affreusement mauvais. C'est la faute du tabac. Je ne peux m'en offrir que du meilleur marché. Mais attendez seulement que j'ai touché mes $40. Je fumerai du tabac qui ne gênera même pas les anges du paradis.
Mais n'est-ce pas, ce n'est pas mal, 2 acceptations en 3 jours. Ces 40 $ payeront toutes mes dettes. 40 $ pour 2 mois de travail ? Interrogea Ruth. Non, pour moins d'1 semaine de travail. Voulez-vous me passer ce livre de comptes relié en gris qui est au bout de la table, je vous prie ? Il l'ouvrit en feuilletant rapidement les pages. Oui, j'ai raison. 4 jours pour l'appel des cloches et 2 jours pour le tourbillon. Ça fait 45 $ par semaine, 190 $ par mois. Aucune situation ne me donnerait ça. Et d'ailleurs, ce n'est qu'un début. 1 000 $ par mois, ce n'est pas trop pour vous acheter tout ce que je veux que vous ayez. Il me faut au moins ça. Attendez que je mette la machine en train. Et puis, vous la regarderez galoper. Ruth ne comprit pas sa plaisanterie et revint aux cigarettes. Vous fumez beaucoup trop. La qualité du tabac ne fera aucune différence. C'est de fumer qui, en soi, n'est pas bon. Vous n'êtes qu'une cheminée, un volcan ambulant, un poêle à roulettes, une vraie désolation. Martin chéri, vous en doutez-vous ? Elle se pencha vers lui, suppliante, et à la vue de son visage délicat et de ses grands yeux timides, il fut frappé de sa propre indignité. « Je voudrais tant que vous ne fumiez plus, murmura-t-elle. Je vous en prie, faites-le. Pour l'amour de moi. » Bon, c'est entendu, s'écria-t-il. Je ferai tout ce que vous demanderez, tout, vous le savez bien. Une grande tentation l'assaillit. Elle fut tentée de lui demander de renoncer à écrire. Pendant le court silence qui suivit, les mots irréparables tremblèrent sur ses lèvres. Mais le courage lui manqua et, penchée vers lui, elle murmura simplement « Vous savez, ce n'est réellement pas pour moi, Martin, c'est dans votre intérêt. Je suis sûre que la fumée vous fait du mal. Et d'ailleurs, il ne faut être l'esclave de rien, d'une drogue encore moins. » « Je ne veux être que votre esclave, toujours, dit-il en souriant. « Dans ce cas, je vais dicter mes ordres. » Elle lui lança un regard malicieux. Pourtant, dans son fort intérieur, elle regrettait déjà de ne pas lui avoir demandé davantage. « Votre Majesté sera obéie. » « Eh bien, voilà mon premier ordre. Il faut vous raser tous les jours. Regardez comme vous m'avez égratigné la joue. » Et cela se termina par des caresses et des baisers. Elle avait gagné un point. Ça suffisait pour le moment. Son orgueil féminin était flatté d'avoir obtenu qu'il renonce à fumer. Une autre fois, elle le persuaderait d'accepter une situation. N'avait-il pas juré de faire tout ce qu'elle voudrait ? Elle quitta son chevet pour explorer la chambre, examina les rangées de notes suspendues aux ficelles, se fit expliquer le système d'accrochage de la bicyclette et s'attrista du monceau de manuscrits sous la table qui représentait selon elle une si énorme perte de temps. Le fourneau à pétrole fit son admiration, mais en explorant la planche à provisions, elle la trouva vide. « Mais vous n'avez rien à manger, pauvre chérie !» s'écria-t-elle avec une tendre pitié. « Vous devez mourir de faim. »« Je range mes provisions dans le garde-manger de Maria, dit-il, en mentant. Elle se conserve mieux, pas de danger que je meure de faim. Regardez ça. » Elle était revenue auprès de lui et le vit contracter son biceps, faire saillir ses muscles énormes, durs comme du fer. Cette vue la dégoûta sentimentalement. Elle avait horreur de ça. Mais son instinct, ses nerfs, sa féminité tout entière l'aimaient, en avait irrésistiblement besoin, et comme toujours, elle se pencha vers lui. Comme il la serrait dans ses bras, le cerveau de Ruth était en révolte et son cœur, ses sens exultaient, triomphaient. Dans des instants pareils, elle sentait profondément son amour pour Martin, car elle éprouvait un ravissement extraordinaire à sentir ses bras puissants la serrer éperdument. À ces moments-là, elle se sentait justifiée de trahir ainsi ses préjugés, son idéal, de désobéir tacitement à ses parents qui désapprouvaient ce mariage et que cet amour choquait. D'ailleurs, loin de sa présence, redevenue froide et maîtresse d'elle-même, elle en était choquée aussi. Quand ils étaient ensemble, elle l'aimait, d'un amour parfois agacé, il est vrai, mais plus fort que sa volonté. Cette grippe est peu de choses, dit-il. C'est ennuyeux, on a très mal à la tête, mais ce n'est rien en comparaison de la fièvre ostéocopique. Vous l'avez eu aussi, dit-elle. Non, vous l'avez eu aussi, dit-elle distraitement.
plongée dans la justification précieuse de l'agrément qu'elle trouvait à être dans ses bras. Il continua sans qu'elle fît grande attention à ses paroles, quand tout à coup un mot la fit sursauter. Il l'avait attrapée dans une colonie secrète de 30 lépreux vivant sur une des îles Hawaï. « Mais pourquoi y êtes-vous allé ?» demanda Ruth. Une pareille imprudence lui semblait criminelle. « Parce que je n'en savais rien, répondit Martin. J'étais loin de penser aux lépreux. Après avoir déserté ce schooner, j'ai abordé au rivage et me suis dirigée vers l'intérieur à la recherche d'un endroit sûr. Pendant 3 jours, je me suis nourrie de goyaves, de poires d'oya et de bananes qui poussaient en abondance dans la jungle. Le 4e jour, j'ai trouvé une piste, une simple piste de piétons qui menait vers l'intérieur et je l'ai suivie. Elle portait des traces récentes. À certains endroits, elle n'avait pas plus de 3 pieds de large. Le long d'une crête aussi étroite qu'une lame de rasoir, bordée de chaque côté par un précipice dont on ne voyait pas le fond. Bon endroit pour une embuscade. Avec des munitions, un homme seul aurait pu y tenir en échec 10 000. Il n'y avait pas d'autre chemin d'ailleurs. Après 3 heures de marche, j'ai trouvé la cachette. Un petit vallon au creux des montagnes, interrayé au milieu des pics de lave, entièrement construit en terrasse étagée. Des arbres fruitiers y poussaient et il y avait 8 ou 10 huttes en herbe. Mais dès que j'ai vu les habitants, j'ai su ce qui en était. Un seul coup d'œil suffisait. « Qu'avez-vous fait ?» questionna Ruth, haletante. Il n'y avait rien à faire, leur chef était un bon vieillard, en bien mauvais état déjà, mais d'une autorité indiscutée. Il avait découvert ce vallon et fondé cette colonie absolument hors la loi. Mais il avait des fusils, beaucoup de munitions, et ses Kanaks, entraînés à chasser les fauves et le sanglier, étaient des tireurs extraordinaires. Non, Martin Eden n'avait aucune chance de pouvoir s'enfuir. Et il y est resté 3 mois. Mais comment avez-vous pu vous échapper ? Je serais encore là-bas sans une jeune fille à moitié chinoise, avec un quart de sang européen, un quart de sang hawaïen, une beauté. La pauvre créature est bien élevée. Sa mère, à Honolulu, valait bien 1 million. Eh bien, cette fille m'a permis de m'enfuir à la fin. C'était sa mère qui finançait la colonie, vous comprenez ? Et la fille ne craignait donc pas de se faire punir en me faisant fuir. Mais d'abord, elle m'a fait jurer de ne jamais révéler leur cachette, et j'ai tenu parole. Elle n'avait que les premiers symptômes de la lèpre. Les doigts de sa main droite étaient légèrement tordus et il y avait une petite tache à son bras. C'est tout. Je suppose qu'elle doit être morte à présent. Mais vous n'aviez pas peur ? Vous n'avez pas été heureux de vous en aller sans avoir attrapé cette épouvantable maladie ? Mon Dieu, avoua-t-il. Au début, je n'étais pas précisément à mon aise. Mais je m'y suis habituée. Et puis je plaignais tant la pauvre fille. Ça me faisait oublier ma peur. Elle était aussi belle d'âme que de corps. La maladie l'avait à peine touchée. Et pourtant, elle était vouée à cette vie primitive et à une mort plus affreuse encore, à une lente décomposition. La lèpre est plus terrible que vous ne pouvez vous l'imaginer. « Pauvre créature !» murmura Ruth. « Comment a-t-elle pu vous laisser partir ?»« Que voulez-vous dire ?»« Parce qu'elle devait vous aimer, dit Ruth d'une voix douce. Voyons, sincèrement, elle vous aimait. » Le hâle de Martin s'était effacé à la suite de son existence sédentaire et les privations, la maladie avait pâli son visage, qu'une rougeur sombre envahit lentement. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Ruth lui coupa la parole en riant. « Ça ne fait rien, ne répondez pas, c'est tout à fait inutile. » Mais il lui sembla qu'il y avait quelque chose de métallique dans son rire et que dans ses yeux brillait une lueur froide. Sur le moment, ça fit l'effet d'une tempête d'hiver, comme il en avait vu dans le nord du Pacifique. Il revit subitement cette nuit-là, le ciel clair, la tempête et les vagues immenses sous la lumière glaciale de la pleine lune. Puis il revit la jeune lépreuse et se souvint que c'était par amour pour lui qu'elle l'avait laissé partir.
Son âme était belle, dit-il simplement. Elle m'a permis de vivre. Il n'en dit pas davantage sur ce sujet, mais il vit soudain Ruth se détourner vers la fenêtre et l'entendit étouffer un sanglot. Puis elle se tourna vers lui, calmée, sans aucune trace de tempête dans les yeux. « Je suis si bête, dit-elle plaintivement. Je ne peux pas m'en empêcher, je vous aime tant. » Martin, tant. Avec le temps, je deviendrai raisonnable, mais pour le moment, je ne peux pas ne pas être jalouse de tous ces fantômes de votre passé, car votre passé est plein de fantômes. Et comme il allait protester, elle l'arrêta. C'est fatal, ça ne pouvait être autrement, mais je vois ce pauvre Arthur qui me fait signe. Il est fatigué d'attendre. Allons, au revoir, chérie. Il y a une espèce de potion que vendent les pharmaciens pour aider à s'arrêter de fumer, dit-elle, à la porte. Je vais vous en envoyer. La porte se referma, puis se rouvrit. Je vous aime tant, chuchota-t-elle encore. Puis la porte se ferma définitivement. Maria, qui malgré son affolement n'avait pas été sans remarquer la couleur de la toilette de Ruth et sa coupe, une coupe nouvelle produisant un effet ravissant, l'accompagna à la voiture. Les mioches attroupées restèrent plantées là, désappointées. Puis elle disparut, alors ils contemplèrent Maria, devenue subitement un personnage important. Mais un des enfants ayant révélé que les visiteurs étaient pour leur locataire, Maria retomba dans son obscurité et ce fut Martin qui bénéficia de la respectueuse considération du voisinage ainsi que de celle de Maria. Quant à l'épicier portugais, s'il avait assisté à cet événement inouï, le crédit de Martin en aurait été augmenté de 3,85 $ au moins. Chapitre 27. La roue de la fortune tournait. Le lendemain de la visite de Ruth, il reçut un chèque de 3 $ d'un journal hebdomadaire de New York pour 3 de ses triolets. 2 jours après, un journal de Chicago accepta ses chasseurs de trésors avec promesse de les lui payer 10 $ après publication. C'était peu, mais cet article était le premier qu'il eût écrit. Son second essai, La suite d'aventures pour garçons, fut accepté à la fin de la semaine par une revue mensuelle appelée Youth and Age. Il est vrai que cette suite avait 22 000 mots et qu'on lui en offrait 16 $ après publication, ce qui faisait environ 75 cents les 1000 mots. Mais il était également vrai que c'était là son second essai et qu'il en savait parfaitement les défauts. Cependant, ses premières œuvres même n'avaient rien de maladroit. Ce qui les caractérisait, c'était la lourdeur d'un tempérament trop puissant. La gaucherie du novice qui veut attraper des papillons à coups de massue. Martin fut donc heureux de se débarrasser de ces essais de jeunesse qu'il avait vite jugés à leur valeur. Dans ses récentes œuvres, par exemple, il avait mis tout son espoir. Il avait essayé d'être plus et mieux qu'un écrivain ordinaire pour magazine. D'autre part, il n'avait pas étouffé son tempérament, mais l'avait endigué simplement. Il n'avait pas sacrifié non plus son amour de la vérité. Ses œuvres étaient réalistes, bien qu'imaginatives. Il aspirait à un réalisme passionné, mais profondément humain et croyant. Il voulait montrer la vie telle qu'elle est, avec toutes ses aspirations de l'esprit et toute sa soif d'idéal. Dans le cours de ses lectures, 2 écoles lui étaient apparues. L'une faisait de l'homme un dieu ignorant son origine terrestre, l'autre en faisait un tas de boue, qui ignorait son essence céleste et ses possibilités divines. Selon Martin, Dieu et tas de boue étaient également faux et les 2 écoles se trompaient. Il y avait un compromis à faire pour approcher de la vérité. Dans sa nouvelle « L'aventure » qu'il avait soumise à Ruth, Martin croyait l'avoir réalisée, et dans son essai « Dieu et le limon », il avait exprimé ses idées sur le sujet en général. Mais l'aventure et ses meilleures œuvres continuaient leur voyage chez les éditeurs. Ses premiers ouvrages ne valaient à ses yeux que par l'argent qu'ils rapportaient et il n'estimait guère davantage ses contes dramatiques dont 2 étaient vendus. Ce n'était pour lui que de simples fantaisies d'imagination,
Mais elles étaient pourtant remplies de toute l'émotion de la réalité. Et là résidait leur charme. Ce mélange de grotesque et d'impossible avec la réalité, ils le regardaient comme un truc habile, et voilà tout. Ce n'était pas de la littérature supérieure. Il y avait de l'art, certes, mais de l'art sans valeur, puisqu'il ne dérivait pas d'une source humaine. L'habileté avait été de dissimuler la fiction sous le masque de la réalité, et c'est ce qu'il avait fait dans une demi-douzaine d'histoires tragiques qu'il avait écrites avant de s'élancer vers les sommets avec l'aventure, la joie, la marmite et le vin de la vie. Les 3 $ qu'il reçut pour les triolets lui servirent à vivre d'une façon précaire jusqu'à l'arrivée du chèque de la White Mouse. Il toucha le premier chez le méfiant épicier portugais, lui donna $1 d'acompte et divisa les 2 autres $ entre le boulanger et le fruitier. Il ne put encore se payer de viande et ses menus se simplifiaient de plus en plus, quand le chèque de la White Mouse arriva. Il hésita sur la façon de l'encaisser. S'il n'avait jamais pénétré dans une banque, il y avait encore moins fait d'affaires et l'enfantin et naïf désir le hantait d'entrer dans une des grandes banques d'Auckland pour y toucher son chèque de 40 $. D'autre part, le plus ordinaire bon sens lui commandait de le toucher chez son épicier, ce qui procurerait une impression capable certainement d'augmenter son crédit à l'avenir. À contre-cœur, Martin céda aux objurgations de ce fournisseur, lui paya sa note complète et reçut en retour une poignée d'espèces sonnantes et trébuchantes. Il paya également ses autres dettes, dégagea complet et bicyclette, donna 1 mois d'avance pour la machine à écrire et à Maria ce qu'il lui devait, plus 1 mois d'avance. Il lui resta en poche 3 $ pour les dépenses imprévues. En soi, cette petite somme représentait une fortune. Dès qu'il eut son complet, il alla voir Rousse et en chemin ne put s'empêcher d'agiter sa poche afin d'entendre tinter son trésor. Ça faisait si longtemps qu'il n'avait pas eu d'argent que, pareil à un homme qui a failli mourir de faim et couvre des yeux la nourriture qu'il ne peut plus consommer, il avait besoin de sentir dans sa main ces quelques pièces. Il n'était cependant ni avare ni mesquin, mais cet argent signifiait pour lui autre chose que des $ et des cents. Il signifiait le succès, et les aigles gravés sur ces pièces étaient autant de victoires ailées. Il en arriva à penser que le monde était vraiment admirable. Pendant des semaines, il l'avait trouvé bien triste, bien sombre, mais à présent, avec presque toutes ses dettes payées, 3 $ tintant dans sa poche et la certitude du succès, le soleil lui semblait resplendissant et même l'averse qui le trempa en un clin d'œil lui parut charmante. Pendant qu'il mourait de faim, il pensait constamment aux millions d'êtres qui, de par le monde, mouraient de faim comme lui. Aujourd'hui qu'il était rassasié, il les oublia. Mais comme il était amoureux, il pensa aux innombrables amoureux et des motifs de poèmes d'amour s'imposèrent à son esprit. Distrait par l'inspiration, il descendit du tram 2 stations trop loin sans que sa bonne humeur en soit altérée. Chez les Morse, il y avait du monde. Les 2 cousines de San Raphaël étaient venues voir Rousse et Madame Morse, sous prétexte de les distraire, avait invité plusieurs hommes. Sa campagne avait commencé durant l'absence forcée de Martin et battait son plein. Elle s'évertuait à n'avoir chez elle que des hommes de valeur. C'est ainsi qu'en plus des cousines Dorothée et Florence, Martin fit la connaissance de 2 professeurs de l'université, un de latin, l'autre d'anglais, d'un jeune officier de retour des Philippines, camarade de collège de Ruth, d'un jeune homme appelé Melville, secrétaire privé de Joseph Perkins, directeur de la compagnie des trusts de San Francisco, et enfin d'un banquier de 35 ans, Charles Hapgood, gradué de l'université de Stanford, membre des clubs du Nil et de l'Unité, orateur de réunions publiques du Parti républicain pendant les élections, bref, un garçon d'avenir. Parmi les femmes se trouvait
un peintre portraitiste, une musicienne professionnelle et une sociologue, célébrité locale à cause de ses établissements de travail dans les quartiers pauvres de San Francisco. Mais les femmes ne comptaient pas pour grand-chose dans le plan de Madame Morse, n'étaient tout au plus que des accessoires indispensables. Il fallait bien attirer les hommes d'une façon quelconque. « Ne vous excitez pas en parlant », recommanda Ruth avant de commencer les présentations. Gêné par la crainte de paraître gauche, contracté par son ancienne appréhension de démolir les bibelots, Martin fut d'abord paralysé. Jamais il n'avait été en contact avec des individus aussi remarquables, ni avec autant de monde à la fois, et ça l'intimidait. Melville, le secrétaire, l'hypnotisait et il résolut de l'interviewer, à la première occasion. Car, malgré son respect admiratif, il avait trop conscience de sa propre valeur pour ne pas désirer se mesurer avec ces hommes et ces femmes et découvrir ce qu'il savait de plus que lui des livres et de la vie. Rose, qui lui jetait de fréquents coups d'œil pour voir la façon dont il s'en tirait, fut surprise et ravie de la désinvolture avec laquelle il causait avec ses cousines. Il ne s'excitait pas, parlait posément et, une fois assis, il ne s'inquiétait plus de la maladresse de ses mouvements. Quant aux cousines, plus tard, en allant se coucher, elles ne surent comment chanter les louanges de Martin, chose qui étonna Ruth car elle les savait intelligentes, brillantes, mais superficielles. Lui, d'autre part, qui était autrefois le bout en train de tous les bals et des pique-niques du dimanche, avait été spirituel, gai, sans vulgarité, comme si toute sa vie s'était passée dans des salons. Il sentait ce soir qu'il tenait le succès et une voix lui murmurait à l'oreille que tout allait bien, qu'il pouvait donc rire, faire rire et jouir de l'heure présente. Un peu plus tard, cependant, l'inquiétude de Ruth parut se justifier. Martin et le professeur Caldwell s'étaient isolés dans un coin et, bien que Martin eût perdu la fâcheuse manie de faire de grands gestes, l'œil critique de Ruth blâma l'ardeur exagérée de sa parole, la flamme par trop ardente de ses yeux, la rougeur de son visage animé. Il manquait de réserve et de sang-froid, et contrastait singulièrement avec le jeune professeur d'anglais, son partenaire. Mais Martin ne se préoccupait pas des apparences. Il n'avait pas été long à remarquer l'esprit cultivé de l'autre et à apprécier son bagage scientifique. De plus, le professeur Caldwell se différenciait de l'ordinaire conception du professeur anglais. Martin voulait l'amener à parler métier, et malgré quelques difficultés au début, il y réussit. Martin ne comprenait pas pourquoi les gens ne veulent pas parler métier. C'est absurde et ridicule, avait-il déclaré à Ruth la semaine précédente. Cette aversion de parler boutique. Pourquoi les hommes et les femmes se réunissent-ils sinon pour échanger ce qu'ils ont de mieux en eux-mêmes? Et ce qu'ils ont de mieux, c'est ce qui les intéresse, leur spécialité, leur raison de vivre, ce qui les fait réfléchir et rêver. Imaginez M. Butler énonçant des idées sur Verlaine ou l'art dramatique allemand ou les romans d'Annunzio. Ce serait à mourir d'ennui. Pour ma part, si je suis absolument obligée d'écouter M. Butler, je préfère l'entendre parler code. C'est ce qu'il connaît de mieux, et la vie est si courte que je veux obtenir de tout être le meilleur de ce qu'il peut donner. Mais, avait objecté Ruth, il existe des sujets d'intérêt général. C'est là où vous faites erreur, avait-il poursuivi. En général, les individus ont une tendance à singer ceux dont ils reconnaissent la supériorité, qu'ils érigent en modèles. Et qui sont ces modèles? Les oisifs, les riches, oisifs. Ils ne savent rien, généralement, de ce que savent ceux qui travaillent et s'ennuieraient à mourir de les entendre causer de ce qui les occupe. Aussi décrète-t-il que ce genre de conversation, c'est parler métier, ou mieux encore boutique, et que parler boutique est mauvais genre. Les oisifs décident également des choses qui ne sont pas boutiques et dont on peut parler. Le dernier opéra, le livre du jour, le jeu, le billard, les cocktails, les voitures, les réunions hippiques, la pêche à la truite, les chasses au grand fauve, le yachting, etc. Car notez bien, ces sujets-là, les oisifs
le yachting. J'ai dit le yachting. Le yachting. Pardon, je reste avec ça. Car notez bien ces sujets-là, les oisifs les connaissent. En somme, c'est leur façon à eux de parler boutique. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est que beaucoup de gens intelligents, et tous ceux qui font semblant de l'être, permettent aux oisifs de leur imposer la loi. Quant à moi, je veux d'un homme ce qu'il a de mieux en lui. Appelez ça boutique, métier ou ce que vous voudrez. Et Ruth n'avait pas compris. Cette attaque contre les valeurs établies lui avait paru très arbitraire. Donc, Martin, communiquant au professeur Caldwell un peu de sa propre intensité, l'avait forcé à exprimer ses idées. En passant près d'eux, Ruth entendit Martin qui disait « Sûrement, vous ne professez pas de telle hérésie à l'université californienne. » Le professeur Caldwell haussa les épaules. « La fable de l'honnête contribuable et du politicien, vous comprenez ? Sacramento distribue les emplois et c'est pourquoi nous donnons notre approbation à Sacramento, où le conseil d'administration des régents tient la presse de notre parti, ou même la presse des deux partis. C'est clair, mais vous-même, insista Martin, vous devez être comme un poisson sur le sable. Il y en a peu de mon espèce dans la mare universitaire. Évidemment, quelquefois, je me sens dépaysée. Je sens que je serais mieux à Paris ou dans Grub Street ou dans une grotte d'ermite ou parmi la bohème la plus échevelée, dans un restaurant bon marché du quartier latin, à vociférer des opinions radicales devant un auditoire tumultueux. Je crois vraiment que j'étais fait pour être radical. Mais voilà. Il y a trop de questions dont je ne suis pas certain. Je deviens timide lorsque je me trouve en face de ma chétive personnalité qui m'empêche de saisir tous les facteurs d'un problème, des grands problèmes humains, vitaux. Et tandis qu'il parlait encore, Martin s'aperçut qu'il avait sur les lèvres la chanson des vents alizés. I am strongest at noon, but under the moon, I stiffen the band of the sail. Je suis le plus fort à midi, mais c'est sous la lune que je tends la toile. Il en chantonna les paroles presque à mi-voix et se rendit compte que l'autre lui rappelait ces vents alizés du nord-est, frais, continus et puissants. Il était impartial, on pouvait compter sur lui et il avait en lui une sorte de réserve qui en imposait. Martin eut l'impression qu'il ne révélait jamais sa pensée entière, comme il avait souvent eu l'impression que les alizés ne soufflent jamais tout ce qu'ils peuvent, mais gardent toujours des réserves de force inemployées. Le pouvoir imaginatif de Martin était aussi puissant que jamais. Quoi qu'il arrive, il se présentait à son cerveau des associations d'antithèses ou de similitudes qui s'exprimaient presque toujours en vision, d'une façon automatique. De même que le visage de Ruth, jalouse, lui avait rappelé une bourrasque polaire au clair de lune, de même le professeur Caldwell lui fit revoir les vents alizés fouettant la blanche écume des vagues d'une mer pourprée. De même, à tout moment, évoqué par un mot, une phrase, de nouvelles visions lui apparaissaient, sans pour cela rompre le fil de ses sensations actuelles, en les classant, au contraire, en les identifiant avec les actions ou les faits du passé. Tout en écoutant l'élocution élégante du professeur, sa conversation d'homme intelligent, lettré, Martin continuait à se voir dans le passé. Il se vit jeune, coiffé d'un Stetson rejeté en arrière, en par-dessus court, large des épaules, se dandinant légèrement, conscient de représenter le plus parfait type du dur. Il ne chercha pas à pallier le fait ni à l'excuser. À une certaine époque de sa vie, il n'avait été qu'un vaurien quelconque, chef d'une bande qui mettait la police sur les dents et terrorisait les honnêtes ménagères. Son idéal avait changé depuis. Il embrassa d'un coup d'œil l'assemblée élégante, bien élevée, respira profondément cette atmosphère raffinée et vit en même temps le spectre de son adolescence traverser le salon en se dandinant et venir causer avec le professeur Caldwell. Après tout, il n'avait pas trouvé jusqu'à présent d'endroit où se fixer définitivement. Il s'était adapté partout, avait plu partout et à tout le monde à cause de sa facilité au travail et au jeu, de sa volonté de faire valoir ses droits qui commandaient le respect. Mais jamais il n'avait pris racine, il s'était adapté.
suffisamment pour satisfaire les autres, mais non pour se satisfaire lui-même. Partout, un sentiment d'inquiétude l'avait poursuivi. Partout, une voix l'avait appelé ailleurs et il avait erré à travers la vie, mécontent, jusqu'au jour où il avait trouvé les livres, l'art et l'amour. Et voici qu'il était là, au milieu de ce salon, le seul de ses camarades d'antan qui ait su se rendre digne d'être reçu chez les Morses. Toutes ces réflexions ne l'empêchaient pas de suivre attentivement la parole du professeur Caldwell et de remarquer le vaste champ de ses connaissances. De temps en temps, il découvrait, au cours de la conversation, d'énormes lacunes dans son instruction, des sujets entiers qui lui étaient étrangers. Pourtant, il vit qu'il possédait, grâce à Spencer, les contours des connaissances générales. Remplir ces contours n'était qu'une question de temps. Donc, attention, se dit-il, tout le monde sur le pont. Il eut le sentiment d'être assis attentif et adorant aux pieds du professeur. Puis soudain, il crut discerner un point faible dans les jugements énoncés, mais fugace, à peine perceptible. Il en conclut aussitôt à leur égalité intellectuelle. Ruth revint devant leur parage juste au moment où Martin se mit à parler. « Je vais vous dire où vous avez tort, ou plutôt le point faible de votre jugement, dit-il. Vous n'avez pas étudié la biologie. Elle n'occupe aucune place dans votre vision des choses. Je veux parler de la véritable biologie explicative, fondamentale, depuis le laboratoire et les tubes d'épreuves, jusqu'aux généralisations sociologiques et esthétiques les plus échevelées. » Ruth était confondue. Elle avait assisté au cours du professeur Caldwell et le considérait comme l'authentique réceptacle de la science. « Je ne vous suis pas bien, dit-il d'un air indécis. Martin se demanda s'il l'avait même jamais suivi. Je vais tâcher de me faire comprendre, dit-il. Je me rappelle avoir lu dans l'histoire d'Égypte qu'il était impossible de comprendre l'art égyptien sans avoir d'abord étudié le pays. Parfaitement, dit le professeur. Et il me semble, continua Martin, que d'autre part, la connaissance d'un pays ne peut s'acquérir sans celle de la constitution même de la vie dans ce pays. Comment pouvons-nous comprendre les lois et les institutions, la religion et les mœurs, sans avoir compris d'abord non seulement la nature de ceux qui les ont faites, mais la composition de cette nature? La littérature est-elle moins humaine que l'architecture ou la sculpture égyptienne? Y a-t-il une seule chose dans tout l'univers qui ne soit soumise aux lois de l'évolution? Oh, je sais qu'il existe une théorie compliquée sur l'évolution dans l'art, mais elle me semble trop mécanique. De l'évolution humaine, on n'en parle pas. L'évolution de l'instrument, de la musique, de la danse et du chant est admirablement comprise et décrite. Mais que faites-vous de l'évolution de l'homme, du développement de l'être intrinsèque, avant d'avoir fabriqué son premier outil et balbutié son premier chant? Ça vous intéresse peu? C'est ce que j'appelle la biologie. C'est de la biologie sous son aspect le plus élevé. Je sais que je m'exprime d'une façon incohérente, mais j'essaye de vous exposer mes idées comme je peux. Elles me sont venues pendant que vous parliez. Vous avez dit vous-même que la fragilité humaine empêche de prendre en considération tous les facteurs, mais vous laissez de côté le plus important, le facteur biologique, celui qui a tissé les matières premières de tout art, la trame, la chaîne de toute action humaine et des merveilles qu'elle engendre. À la stupéfaction de Ruth, Martin ne fut pas immédiatement écrasé et la réponse du professeur lui parut être faite en considération de la jeunesse de Martin. Pendant un moment, le professeur Caldwell resta silencieux, jouant avec sa chaîne de montre. « Savez-vous, dit-il enfin, qu'un jour déjà, on m'a fait la même critique. C'était un très grand savant et un évolutionniste, Joseph Lecomte. Mais il est mort et je pensais ne plus être disséqué. Et vous voilà, vous aussi, avec votre œil inquisiteur. Sérieusement d'ailleurs, et ceci est une confession, je crois qu'il y a quelque chose de vrai dans votre critique. Beaucoup de vrai même. Je suis trop classique en ce qui concerne l'interprétation des branches diverses de la science et je ne peux que plaider l'insuffisance de mon éducation et une indolence naturelle qui m'a empêché d'approfondir le sujet comme j'aurais dû le faire.
Figurez-vous que je n'ai jamais mis les pieds dans un laboratoire de physique ou de chimie. Non, jamais. Le comte avait raison, et vous aussi, monsieur Eden. Jusqu'à un certain point en tout cas. Sous un prétexte quelconque, Ruth emmena Martin et une fois à l'écart, elle lui dit tout bas « Vous n'auriez pas dû monopoliser ainsi le professeur Caldwell. D'autres gens que vous ont envie de discuter avec lui. »« Pardon ?» répondit Martin confus. « Mais je l'ai forcé à s'extérioriser un peu et il était si intéressant que je n'ai pas réfléchi. Vous savez, c'est l'homme le plus brillant, le plus intelligent que j'ai rencontré. » Et je vais vous avouer autre chose, j'ai cru autrefois que tous ceux qui sortaient des universités ou qui occupaient de hautes situations dans la société étaient aussi brillants et aussi intelligents que lui. « Il est une exception, dit-elle. Je m'en suis aperçue. Avec qui voulez-vous que je discute à présent ? Tenez, confrontez-moi avec ce jeune caissier. » Martin et lui bavardèrent un quart d'heure et Ruth n'eut rien à reprendre aux manières de son amoureux. Ses yeux ne jetèrent aucun éclair, son visage resta calme et elle fut surprise de la tenue parfaite de son langage. Mais dans l'estime de Martin, la corporation entière des caissiers tomba et tout le reste de la soirée, il resta sous l'impression que caissier et 10 heures de platitude étaient synonymes. Il trouva l'officier bon enfant, simple et sain, content d'occuper dans la vie une place que sa naissance et la chance lui avaient conférée. En apprenant qu'il avait passé 2 ans à l'université, Martin fut très intrigué de savoir où il avait bien pu cacher ce qu'il y avait appris. Cependant, il le préféra au banal et plat caissier. « Vraiment, les platitudes me sont égales, dit-il plus tard à Ruth. Mais ce qui m'exaspère, c'est la prétention pompeuse, la conviction profonde avec lesquelles on les émet et le temps qu'on prend pour ça. Enfin, mais j'aurais pu apprendre à cet individu toute l'histoire de la réforme pendant qu'il me racontait comment le parti de l'Union des travaillistes s'était fondu avec les démocrates. Il pèse ses mots avec autant de soin qu'un joueur de poker professionnel choisit les cartes qu'il doit abattre. Un jour, je vous imiterai sa façon de faire. « Je regrette qu'il ne vous plaise pas, répondit Ruth. Monsieur Butler l'estime beaucoup. Monsieur Butler dit qu'il est honnête, de tout repos, l'appelle le roc et dit qu'on pourrait édifier avec lui n'importe quel établissement de banque. Je n'en doute pas, bien que je l'ai peu vu et que je l'ai encore moins entendu. Mais les banques ont un peu baissé dans mon estime. Vous ne m'en voulez pas de vous parler aussi franchement, chérie. Non, non, c'est très intéressant. N'est-ce pas ? Continua Martin gaiement. Je ne suis qu'un barbare, pour la première fois en contact avec la civilisation. Des impressions aussi neuves doivent paraître très amusantes aux gens civilisés. Que pensez-vous de mes cousines ? Demanda Ruth. Je les préfère aux autres femmes. Elles sont drôles et sans prétention. Mais les autres femmes vous plaisent aussi ? Il secoua la tête. Cette femme aux établissements ouvriers n'est qu'un perroquet sociologue. Je parie que si on l'examinait par transparence, on ne lui trouverait pas une seule idée originale. Quant à la femme peintre, elle est mortellement ennuyeuse et ferait une épouse parfaite pour le caissier. Et la musicienne, ça m'est bien égal qu'elle ait des doigts extraordinaires, que sa technique soit parfaite et son jeu admirable. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne connaît rien à la musique. Elle joue magnifiquement, protesta Ruth. Oui, sa gymnastique musicale est parfaite, mais je lui ai demandé ce que la musique signifiait pour elle. Vous savez que je suis curieux de ce genre de choses. Et elle n'en sait rien. Excepté qu'elle adore la musique, que c'est le plus grand des arts et qu'elle ne vit que pour ça. Vous les avez toutes forcées à parler boutique. Je l'avoue. Et si elles n'ont pas réussi à m'intéresser, imaginez ce qu'auraient été mes souffrances si elles avaient parlé d'autre chose. Voyez-vous, je croyais autrefois qu'ici, dans ce milieu où l'on jouit de tous les avantages de la culture, il s'arrêta un instant et revit le spectre de ses jeunes années entrer et traverser le salon en se dandinant. Oui, je vous disais, je croyais que tous les hommes rayonnaient d'intelligence. Mais au contraire, je suis frappée de voir que ceux qui ne sont pas complètement nuls sont assommants. Évidemment, il y a le professeur Caldwell qui est différent. C'est un homme et la moindre parcelle de sa matière grise est intelligente. Le visage de Ruth s'éclaira. « Parlez-moi de lui, dit-elle.
Non pas de sa largeur d'idée ni de son brillant, je connais ses qualités, mais au contraire de ce que vous critiquez en lui. Je suis curieuse de le savoir. Je vais me faire honnir, sans doute, déclara Martin gaiement. Si vous parliez d'abord, mais peut-être le trouvez-vous parfait en tout. J'ai suivi 2 de ses cours et je le connais depuis 2 ans. C'est donc votre première impression que je veux connaître. Une mauvaise impression, voulez-vous dire? Eh bien, voilà. Toutes les belles choses que vous pensez de lui sont exactes, je crois. En tout cas, c'est le plus beau spécimen intellectuel que j'ai jamais rencontré. Mais il est miné par un secret remords. Oh non, rien de vulgaire ni de bas. C'est un homme, je crois, qui, étant allé jusqu'au fond des choses, a eu si peur de ce qu'il y a vu, qu'il veut se persuader qu'il ne les a pas vues. Voici une autre explication, car celle-ci n'est peut-être pas très claire. Un homme a découvert le chemin qui conduit au temple mystérieux et il n'a pas pris ce chemin. Il a peut-être aperçu le fronton rayonnant et tâche de se convaincre qu'un mirage l'a trompé. Voulez-vous encore une autre explication? Un homme aurait pu accomplir de belles choses, mais il ne leur a pas accordé d'importance et depuis, dans le plus profond de son cœur, il regrette de ne pas les avoir faites. Lui qui s'était moqué des récompenses possibles, il les pleure amèrement, ces récompenses, et pleure aussi de s'être frustré de la joie de l'action. Je ne le vois pas du tout de cette façon, dit-elle. Et d'ailleurs, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Ce n'est qu'une vague impression qui ne repose sur rien, atténua Martin. C'est une impression seulement, peut-être fausse. Vous le connaissez sûrement mieux que moi. Martin remporta de cette soirée chez les Morses une impression confuse de sentiments opposés. Le milieu, les sommets auxquels il avait aspiré, les gens dont il avait rêvé de devenir l'égal le désappointaient. D'un autre côté, son succès l'encourageait. L'ascension avait été plus facile qu'il ne croyait et, d'ailleurs, il dut se l'avouer sans fausse modestie. Il dominait le but qu'il s'était proposé. Il se sentait supérieur à ces gens-là, exception faite toutefois du professeur Caldwell. Il en savait plus qu'eux, de la vie et des livres, et il se demanda encore à quoi leur servait leur éducation. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il était doué d'une puissance cérébrale extraordinaire, que les gens remarquables ne se rencontraient pas dans les salons de la catégorie de celui des Morses. Et il était loin de se douter que les êtres remarquables sont semblables aux grands aigles solitaires qui planent très haut dans l'azur, au-dessus de la terre et de sa banalité moutonnière. Et voilà, c'est la fin du chapitre 27. Vous voyez, je suis toujours en train de penser à ce que je viens de lire, mes sentiments sur la lecture. Elles prennent cher, les femmes, encore une fois, quand même. Mais il y a d'autres choses que je pourrais dire, mais bon. C'est quand même toujours aussi sympathique à lire et même à relire. Et en plus, j'ai quand même lu quelques livres entre-temps, mais finalement, il y a peu de temps qui s'est écoulé entre les 2 lectures et pourtant, je trouve ça agréable à relire. J'espère qu'en tout cas, vous avez trouvé cette lecture agréable. Je suis désolée parce que j'ai peur qu'on entende mon ventre gargouiller sur... voilà. Donc, si c'est le cas, excusez-moi. J'ai un peu faim. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et merci encore. À bientôt.